À chaque fois, tu payes 4,20 €, 8,60 €, 12,80 € en carte, en liquide ou en abonnement télépéage. Tu payes. À chaque fois, tu payes sans savoir à qui réellement va ton argent. Tu crois payer l'État, tu crois financer l'entretien des routes, tu crois que c'est normal, juste ou logique. Mais en réalité, tu enrichis des groupes privés chaque jour et depuis des années, en silence. Parce que ce que tu empruntes quand tu prends l'autoroute, ce ne sont pas des routes publiques, ce sont des rentes privatisées, des autoroutes françaises devenues des machines à cash. Et le plus fou, c'est que tout ça, ça s'est joué en l'espace de quelques mois, en 2005. Quand l'État, dans une décision éclair, a décidé de vendre l'un de ses joyaux les plus rentables pour une bouchée de pain. Sans référendum, sans débat et surtout, sans retour possible. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas juste une mauvaise décision politique. C'est une trahison méthodique de l'intérêt général. Un cadeau de plusieurs milliards d'euros offert à des groupes privés comme Vinci, Eiffage ou Abertis qui n'ont rien construit, mais encaissent depuis des fortunes. Et pendant ce temps-là, toi, moi, tous les usagers, on continue de payer toujours plus cher et toujours plus régulièrement des infrastructures qu'on a déjà financées avec nos impôts. Dans cette enquête, on va remonter l'histoire, découvrir comment ont été construites ces infrastructures, comprendre pourquoi elles ont été bradées et surtout identifier qui a gagné, mais surtout qui a perdu. Et surtout, on va se poser la seule question qui compte vraiment, est-ce que c'est encore récupérable? Ou est-ce que cette affaire, comme tant d'autres en France, va rester un scandale oublié? Avant de parler des milliards de dividendes, de parler d'Eiffage, Vinci ou Abertis, il faut comprendre ce qu'étaient les autoroutes en France avant cette vente. Ce réseau gigantesque, ce maillage stratégique de plus de 9000 km, c'est l'État qui l'a construit. Pas le privé, pas les multinationales, l'État, avec l'argent des Français. Et tout commence après la Seconde Guerre mondiale. La France veut se moderniser, se reconstruire, s'industrialiser. Et pour ça, il faut des routes. Des vraies. Beaucoup de routes. Dans les années 50, 60 et 70, l'État décide d'investir massivement. Il confie la construction des autoroutes à des sociétés publiques ou semi-publiques avec une mission simple, développer le territoire français. Relier les villes, désenclaver les campagnes, soutenir l'économie. Et c'est dans ce cadre qu'apparaissent les SCA, les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Des entités à mi-chemin entre le public et le privé, mais placées sous contrôle total de l'État. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les autoroutes, à l'époque, elles ne sont pas vues comme des business, mais elles sont vues comme un outil de cohésion nationale. On les finance avec des emprunts publics, garantis par l'État. On les entretient avec des péages, mais toujours dans une logique d'amortissement et pas de profit. Et ça fonctionne, la France devient l'un des pays les mieux équipés et les plus modernes. Un réseau moderne, fiable et performant, et qui vise une rentabilité à long terme. Dès les années 1990, les autoroutes commencent à générer des excédents budgétaires massifs. On estime qu'au début des années 2000, certaines sociétés concessionnaires reversent des centaines de millions d'euros chaque année à l'État. Mieux encore, les infrastructures sont déjà construites et pour beaucoup, elles sont déjà amorties. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, chaque euro de péage devient une source de revenus nets pour l'État. Et c'est ici que tout va basculer. Au lieu de profiter de cette manne financière, l'État décide de la vendre. Pourquoi? Officiellement pour réduire la dette publique. Mais en réalité, c'est pour faire rentrer rapidement du cash, même si cela signifie renoncer à des dizaines de milliards futurs. Les autoroutes françaises étaient stables, rentables et stratégiques. Elles appartenaient à l'État, elles appartenaient à nous tous. Elles étaient un pilier silencieux de notre République. Mais en 2005, l'État décide de s'en débarrasser volontairement et définitivement. Nous sommes en 2005. La France est en plein marasme politique. Jacques Chirac est président, Dominique de Villepin est Premier ministre et un certain Nicolas Sarkozy est ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
C'est dans ce contexte que l'État décide en quelques mois de privatiser l'intégralité du réseau autoroutier encore public. Une décision historique, irréversible et surtout massivement contestée par les experts eux-mêmes. À l'époque, les autoroutes sont déjà rentables. Pourquoi les vendre ? Elles rapportent chaque année plusieurs centaines de millions d'euros à l'État. Mais pour Sarkozy, elles représentent surtout une opportunité. Une cagnotte dormante à convertir en cash immédiat pour boucher temporairement les trous dans le budget. Une vente éclair présentée comme un acte de bonne gestion. Et à ce moment-là, le gouvernement annonce que la vente rapportera 14,8 milliards d'euros à l'État. Et surtout, qu'elle permettra à l'État de se désengager d'un secteur annoncé comme non stratégique. Une logique purement comptable, une vision court-termiste habillée de rationalité budgétaire. Mais dans les coulisses, le ton est très différent. Des voix alertes et pas des moindres. La Cour des comptes publie une note critique. Elle estime que la vente est sous-évaluée, que le processus manque de transparence, que l'opération est défavorable à long terme. Un ancien directeur du Trésor public a déclaré que cette privatisation est une opération de braderie patrimoniale sans précédent. Et pourtant, l'État s'engouffre. Aucun référendum, aucun débat parlementaire approfondi. Juste quelques mois de procédures techniques et les clés du réseau autoroutier français sont remises à des groupes privés. Et là, vous pouvez vous demander, mais à qui ça a profité cette vente ? 3 consortiums emportent la mise. Vinci qui récupère ASF et Cofiroute, Eiffage qui s'empare d'APRR et Abertis, groupe espagnol pour la SANEF. Mais surtout le plus important, à quel prix ? Moins de 15 milliards pour l'ensemble du réseau, alors que les bénéfices cumulés sur 20 ans dépasseront les 80 milliards d'euros. Une rentabilité exceptionnelle, sans aucun risque, sans aucune infrastructure à construire. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? Il leur suffisait juste d'encaisser les péages et d'augmenter tous les ans les prix comme convenu dans les contrats. En fait, en 2005, la France a cédé l'un de ses biens les plus rentables, non pas parce qu'il ne fonctionnait plus, non pas parce qu'il coûtait trop cher, mais parce que certains ont vu une opportunité de privatiser le profit et de laisser au public la facture. Et depuis chaque année, les entreprises encaissent et les usagers paient, de plus en plus, sans qu'aucun ne puisse y faire grand-chose. En fait, depuis 2005, les 3 grands groupes dont je vous ai parlé précédemment contrôlent la majorité des autoroutes en France. Et comme vous vous en doutez, depuis cette date, leur profit a explosé. Chaque année, ces groupes encaissent des milliards. En 2022, Vinci Autoroutes a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros, avec un bénéfice net de plus d'1 milliard d'euros. Eiffage, c'est plus de 700 millions d'euros de bénéfices sur la même année. Et SANEF, c'est des chiffres comparables. Et sur les 10 dernières années, ces 3 sociétés ont engrangé plus de 35 milliards d'euros de bénéfices nets, soit plus du double de ce que l'État leur a vendu. Plus du double. Ils ont déjà remboursé leur achat et engrangent des bénéfices records chaque année, sans avoir à reconstruire, sans concurrence, sans aucun risque. Et je peux vous assurer, messieurs, dames, que cette rentabilité peut faire pâlir Wall Street. Depuis la privatisation, les tarifs de péage ont augmenté chaque année, parfois de 1 à 2%, parfois plus, mais toujours au-dessus de l'inflation. Entre 2005 et 2024, les prix ont grimpé de plus de 25% en moyenne, et chaque année, les sociétés d'autoroutes justifient ces hausses par des travaux ou des accords signés à l'époque de la vente. Mais dans les faits, une part importante de ces hausses part directement dans les dividendes, pas pour les autoroutes, mais pour les actionnaires. La vraie force de ces groupes, ce sont les contrats de concession signés avec l'État, des documents complexes, ultra favorables aux sociétés privées, qui leur garantissent une hausse automatique des tarifs, une durée de concession très longue, jusqu'à 2036, parfois 2044, et des pénalités en cas de résiliation anticipée. Ce qui veut dire que si demain l'État veut faire machine arrière, ils devront payer des milliards d'euros pour les récupérer. Autrement dit, le retour en arrière paraît très compliqué. Même pendant la crise du Covid, avec la baisse du trafic, les sociétés d'autoroutes ont limité la casse. Certaines ont même profité de mesures de compensation négociées avec l'État. Leur modèle économique est quasiment indestructible.
Et pourtant, ce sont toujours les usagers qui paient le plus cher et toujours les mêmes groupes qui encaissent. En fait, les autoroutes françaises sont devenues des machines à cash pour les intérêts privés, avec des profits stables, garantis et massifs, et grâce à une décision politique prise dans le dos des citoyens. Et malgré les alertes, malgré les rapports et malgré les critiques, rien n'a changé. Ou presque. On pourrait croire que tout ça s'est passé dans l'ombre, qu'il n'y avait pas assez d'informations, pas assez d'analyses, mais c'est faux, et vous vous en doutez. Dès 2006, un an après la privatisation, la Cour des comptes publie un rapport accablant. Elle parle d'une vente sous-évaluée, d'un manque de transparence et d'un État qui a bradé un bien public sans mesurer les conséquences à long terme. Et en 2009, un nouveau rapport sort. Même ton et même diagnostic. Les sociétés d'autoroutes gagnent trop, les contrats sont trop favorables et l'État a quasiment perdu tout pouvoir de négociation. Et en 2014, rebelote, encore un rapport, et cette fois encore plus dur que les précédents. La Cour des comptes accuse cette fois l'État d'avoir accepté des extensions de concessions sans justification économique. Pour vous expliquer, l'État a prolongé les contrats sans contrepartie claire. Un cadeau en plus pour les sociétés privées. Malgré toutes ces alertes officielles, aucune remise en question sérieuse n'a eu lieu. Pourquoi ? Parce que les contrats sont verrouillés, parce que les pénalités de rupture sont colossales et parce que maintenant, tout le monde s'est habitué. À gauche comme à droite, on dénonce, parfois, mais on n'agit jamais. En 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, reconnaît lui-même que la rentabilité des sociétés d'autoroutes est anormale. Il parle de rente excessive, il envisage même de renationaliser. Mais en 2017, une fois élu président, rien. Silence radio. Aucun acte concret, aucun plan de reprise, juste la continuité. En 2013, Arnaud Montebourg parle carrément de scandale d'État. Il demande la renégociation des contrats, il propose de plafonner les dividendes. Mais rien ne se passe. Et en 2022, c'est François Bayrou, alors allié de Macron, qui a déclaré « Nous avons vendu les autoroutes comme des idiots ». Mais là encore, rien ne change. Et pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que rien ne bouge ? Parce que les contrats sont trop solides, parce que les lobbies sont trop puissants et parce que renationaliser coûterait une fortune. Et parce qu'au fond, les gouvernements successifs n'en font pas une priorité. On laisse donc faire, on continue de signer les augmentations tarifaires, on continue de faire passer les profits privés avant l'intérêt général. Des rapports, il y en a eu. Des alertes, à la pelle. Des promesses, évidemment, mais des actes, zéro. Aucun. Et chaque année qui passe rend le retour en arrière plus compliqué et les bénéfices privés plus indiscutables que jamais. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit laisser faire ? Est-ce qu'on accepte que les autoroutes françaises restent entre les mains de Vinci, Eiffage et Sanef jusqu'en 2036, 2044, voire au-delà ? Ou alors est-ce qu'on essaie de reprendre la main ? En théorie, l'État peut reprendre le contrôle, soit en rachetant les concessions, soit en les résiliant unilatéralement. Mais dans les deux cas, cela coûterait extrêmement cher à l'État. Pourquoi ? Eh bien parce que les contrats signés en 2005 prévoient des indemnisations massives en cas de rupture. Les estimations varient, mais certaines projections parlent de 30 à 40 milliards d'euros pour une renationalisation complète. Et paradoxalement, ce prix ne cesse d'augmenter. Plus les autoroutes génèrent du profit, plus elles deviennent chères à reprendre. C'est une prison contractuelle. Plus tu attends et plus tu paieras. L'autre option serait d'attendre la fin naturelle des concessions. Par exemple, Vinci rend les clés en 2036, Eiffage en 2032 et Sanef aux alentours de 2031. Mais là encore, rien ne garantit que l'État reprendra la main. Les groupes concessionnaires feront tout pour renouveler les contrats. Ils proposeront de nouveaux investissements, des offres de modernisation ou encore des extensions écologiques. Et face à un État sous pression budgétaire, le risque est encore très grand que l'on resigne. Encore. Mais au fond, la vraie question, c'est pas l'argent, c'est le principe. Quand on privatise une autoroute, on ne vend pas qu'une route, on vend un droit de passage. Et ça, c'est un bien collectif. Et cet outil structurant du territoire, on le transforme en source de profit privé. Car chaque péage, chaque barrière, chaque centime encaissé devient un rappel de ce que nous avons abandonné. Et ce scandale, parce que oui, c'est un scandale d'État, n'a jamais été jugé. Il n'a jamais fait tomber personne.
Il n'a même jamais été débattu sérieusement à l'Assemblée nationale, devant nos représentants. En fait, la privatisation des autoroutes, c'est une erreur historique, mais c'est aussi un symbole. Le symbole d'un État qui vend ce qu'il possède pour mieux gérer l'instant, mais sans penser au futur. Le symbole d'un État qui oublie que certains biens ne sont pas à vendre. Parce qu'ils nous relient tous, ils nous appartiennent. Et que parfois, il faut savoir dire non, même à Vinci. En fait, pour conclure, les autoroutes françaises, elles ne sont pas qu'un réseau de bitume, elles sont les veines, les artères de notre pays. Ce sont des voies qui relient les régions, les gens et les vies. Elles ont été construites avec l'argent du peuple au nom d'un idéal, que le progrès soit un bien commun. Et puis un jour, des hommes en costume ont décidé que ce bien commun pouvait devenir un actif financier, qu'on pouvait le vendre, le rentabiliser et le monétiser, et qu'une fois la signature posée, le débat était clos. Mais ce débat, nous devons le rouvrir, nous tous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de péage, il s'agit de savoir qui profite de notre argent perdu, qui profite de ce que nous avons payé. Il s'agit de justice, de dignité et de souveraineté. Un jour, dans quelques années, peut-être, l'État aura la chance de récupérer ce bien perdu. Et ce jour-là, il faudra choisir, continuer de louer notre avenir ou récupérer ce qui nous revient de droit. Parce qu'on ne devrait jamais avoir à payer pour rouler sur nos propres routes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est encore récupérable ou la République est condamnée à passer au péage? Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo au plus grand nombre, car ce genre de scandale ne devrait pas rester silencieux. Et que parfois, tout simplement, la meilleure résistance, c'est de comprendre.